Donc bonjour Lulendo, je le prononce bien? Tu prononces très bien. C'est magnifique, ça commence bien. Donc bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Aujourd'hui on enregistre dans un endroit particulier, le Café de l'Opéra, on fait la pub. Et donc il y a un peu de bruit mais ça fait ambiance. Ouais, ça fait ambiance. Puis moi j'ai la voix un petit peu enrouée donc j'essaie de parler. Et en plus j'ai une voix un peu, comment dire, j'ai tendance à parler de façon très douce. Ouais. Je vais essayer d'être la plus audible possible. Bon, ça devrait aller. Et puis après il y a la technologie, tu sais bien. Ouais. Il y a moyen d'arranger ça. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, quelle question large. Bon, tu me redirigeras si jamais je m'éparpille un petit peu. Moi, j'adore que les gens s'éparpillent. Vas-y. Non, parce que ce que je trouve très chouette, c'est que je crois que c'est la première fois que je vais me présenter en présentant tous mes prénoms. Parce que c'est un podcast qui s'y prête. Et souvent, tu vois, j'ai un prénom qu'on rencontre peu ici en Belgique. Et donc souvent, j'ai la tendance à simplifier pour les gens. Parce que c'est très désagréable d'entendre son prénom mal prononcé par d'autres personnes. Et là, je me sens totalement en confiance. Donc, tu peux l'être. C'est... Donc j'ai plusieurs prénoms. Lulendo, c'est le prénom par lequel la plupart des gens m'appellent. Et sur ma carte d'identité, on trouvera également Ntombu, donc Ntombu, qui est un prénom congolais aussi, parce que mon papa est congolais. Et ça signifie le bourgeon. Et ça convient très bien, je trouve, parce que moi je suis une fille je suis une fille d'avril, je suis née le 5 avril, j'adore le printemps, voilà, ça me correspond aussi. Et c'est le premier prénom en fait qu'il m'a donné lui parce que il voulait rendre hommage à une femme qui a compté pour lui et sa famille. Et en fait, à l'usage, très vite, le prénom que tout le monde a retenu, c'est Lulendo. Donc il a dit ok, je laisse les choses faire. Si c'est Lulendo, alors ce sera Lulendo. Et j'ai un troisième prénom qui est Awéfa, donc H-A-U-E-F-A, c'est un prénom béninois. Mais c'est dingue. Ouais. Comment ça se fait? Il se trouve que ma mère est béninoise. Ok. Ah là j'aurais jamais eu. Ah mais tu vois, je t'avais dit qu'il y avait un petit twist dans l'histoire. Ça j'aurais jamais eu. Et donc c'est un prénom que ma maman m'a donné. C'est l'idée de... J'espère pour les Béninois que je vais pas me faire backlasher parce que je n'ai pas une culture très profonde du Bénin, mais l'idée derrière ce prénom, c'est vraiment la personne qui s'occupe de la maison et qui s'assure que tout le monde y est bien. C'est cette idée-là. Et donc voilà, autour de cette première naissance pour ma maman, je suis le premier enfant qu'elle a eu. Il y a eu une vraie discussion entre mon père et ma mère, allier leur culture, leurs envies. Et en fait, la blague, c'est qu'ils ne sont toujours pas d'accord sur la façon de m'appeler. Chacun t'appelle différemment. Chacun m'appelle différemment. Mon père tient à Lulendo quand même. Ma maman ne m'appelle pas Awéfa, elle m'appelle Laurette parce qu'elle s'appelle Laure. Et donc quand moi je suis née, ils ne savaient pas encore comment m'appeler. Et donc il fallait bien me nommer d'une façon. Ah, c'est du sérieux. Et donc c'est tout à fait sérieux. Et donc pendant les premiers jours, je pense avec le personnel médical qui passait quand même régulièrement dans la chambre, je crois que une sage-femme a dit on va l'appeler la petite Laure alors en attendant que vous sachiez. Et ça m'est resté. Et c'est ça. Et donc les personnes de ma famille et mon entourage proche qui m'ont connue entre 0 et 5 ans m'appellent Laurette parce qu'ils m'ont connue dans un contexte où il fallait pas encore que je monte ma carte d'identité entre guillemets pour dire qui j'étais. Il a fallu que je rentre au primaire pour que réellement ça commence sérieusement et que ce soit Lulendo que j'entends plus que le reste. Mais finalement j'aime bien Laurette. Si je dois choisir, je prendrais celui-là. Voilà, tu vois, c'est une affaire de... Et alors, je trouve que ça raconte déjà beaucoup de qui je suis. Énormément.
énormément. On dit toujours le nom, le prénom, Oui. c'est l'histoire de la personne, mais là pour le coup, Oui. Bah, l'histoire, l'histoire des prénoms, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et je vais faire une espèce de petite suite parce que je suis maman d'un petit garçon là, qui a 15 mois. Et donc, la question du prénom, évidemment. compliqué. Ah. Et aussi double culture. Bah, à nouveau. double culture, mon compagnon est belge, belgo-belge. Il connaît aussi mon histoire particulière avec les prénoms. Mon prénom est tellement long que souvent il n'y a pas assez d'espaces dans les caisses des ordinateurs pour pouvoir m'encoder. Donc je voulais un prénom simple, facile, qui se prononce dans toutes les langues. Et donc il s'appelle Sacha. Ah ouais. Et ça, alors, ça, là pour le coup, c'est oui. vraiment toutes les langues. Mais je pense, donc on s'est demandé, tu sais, pendant la grossesse, bon, ok, Sacha, est-ce qu'on imagine qu'il a un autre prénom cet enfant? Et je t'assure, jusqu'à ce qu'il soit né, rien n'est venu. Aujourd'hui, il s'appelle Sacha, point. Ouais, donc lui c'était aussi son Et destin. lui, d'être, c'était son un Sacha. destin. Quand tu le vois, c'est un Sacha. Tu peux pas imaginer qu'il s'appelle autrement. Aïe aïe aïe. Et ben tout ça commence magnifiquement bien. Ah bah voilà, écoute, ça c'est une partie de qui je suis, mon prénom, et puis bon, quand même, je suis la fille de qui, hein, ça c'est vraiment, j'ai l'impression que ça c'est le genre de question que mes tantes et mes cousines me poseraient, je pense, Ouais. parce que il y a une importance aussi de l'héritage. Surtout, C'est quelque chose qui est quand même capital. Enfin, je sais pas si tu parles ta langue. Oui. Parce que dans la langue, c'est comme ça qu'on te demande qui tu es. Tu es la fille de qui? c'est ça. Ouais. Et tu vois, là aussi, cette différence culturelle et la façon dont ils se sont rencontrés explique pourquoi je ne parle aucune de mes langues, maternelle ou paternelle. Parce que quand ils se sont rencontrés, ils ne partageaient aucune langue commune, à part le français. Ouais. Ils se sont rencontrés ici en Belgique. Et puis, moi, j'ai 33 ans, presque 34. Il faut remonter à cette époque où beaucoup de parents immigrés se disaient que pour offrir un maximum de chance à ses enfants, il ne faut pas le perturber avec une langue qui vienne parasiter la langue locale. Ouais. Donc je me suis retrouvée... J'ai même une autre jeune ça. fille dans le podcast qui me disait carrément que c'est le psy ou la psy qui disait faut surtout pas apprendre une deuxième langue à l'enfant, surtout pas. Ouais. Et pareil à l'époque. À l'époque, Et les mais- parents voulant faire au mieux pour que l'enfant puisse s'intégrer Exact. et qu'il se fasse sa place. Voilà, Oui. ils ont suivi ce Ils ont conseil-là. suivi ce conseil-là. Or aujourd'hui, la science a évolué. On sait que, au contraire, c'est une force, c'est une arme, c'est même un outil qui les aide dans d'autres aspects de leur vie. Ma maman regrette beaucoup aussi de ne pas avoir s'est battue aussi pour pouvoir transmettre ça. Elle est béninoise, il y a peu de béninois en Belgique, donc ça aurait été quelque chose, tu vois, qu'on aurait été C'est vrai, c'est partagé. une communauté qui n'est pas très Non, présente en Belgique. plutôt en France. Plutôt en France, ouais. Donc voilà, tous les deux, voilà, avec ces cultures différentes. Et donc je suis une fille d'ici, puisque je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Mention. Ah, c'est ça. Et donc ça dit aussi beaucoup de qui je suis, c'est-à-dire voilà toutes ces contradictions qu'on pourrait voir de l'extérieur. Tiens, papa, maman viennent d'ailleurs et pourtant elles ne parlent aucune des langues. Souvent c'est une question qu'on pose, hein. Il suffit qu'on ait la peau un peu mat et tiens, tu viens d'où? C'est quoi ta langue? Ah, ma langue. Jusqu'alors, d'où? Et en plus ça les perturbe d'autant plus que je n'ai pas un accent qu'on peut identifier à tiens, elle vient d'ailleurs. Ouais. Donc c'est perturbant pour eux. Quand je dis eux, c'est les personnes non racisées. Non, Et c'est ça. On ne sait plus quoi utiliser On comme sait terme. plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos communautés afro, c'est aussi une question qui se pose autrement, mais c'est aussi une question très importante parce que
c'est aussi un signe d'appartenance, c'est aussi un signe de lien avec une culture. Qu'est-ce que tes parents t'ont transmis? Quel est l'héritage qu'ils t'ont laissé? Comment ça, tu ne parles pas le lingala? Comment ça? Surtout pour vous, les Congolais, c'est quelque chose. Ça, je pourrais faire vraiment refaire une thèse de doctorat là-dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de... Moi, j'appelle, en tant que... Je vais à pas doux, parce que je ne veux pas heurter la communauté congolaise ici. Mais... Je ne veux pas que tu heurtes la communauté. En tant que Congolaise, je me permets quand même, on a culturellement une espèce d'esprit de colon, c'est-à-dire quand on arrive souvent, on imprègne culturellement au niveau culinaire, au niveau musical, au niveau, tu vois, vestimentaire. Il y a quelque chose de très fort, impérialiste, et je dis pas ça de façon négative, hein, vraiment. Il y a quelque chose dans cette culture, là, cette façon de... Et donc, ça n'a pas été facile vraiment de s'imposer dans une réalité où on lui demandait tout le temps pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas encore lingala et pourquoi les enfants ne parlent pas encore lingala. Les Lingala sont peut-être un peu plus discrets, plus réservés, enfin l'Afrique de l'Ouest quoi. C'est possible, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que je ne veux pas me mettre une autre communauté à dos. Mais toujours est-il que c'est vrai que la langue c'est un vrai sujet. D'ailleurs aujourd'hui je suis prof de langue, peut-être que ça a un lien. C'est maintenant là en parlant. Et quelle langue? Néerlandais. Anglais, néerlandais. Je pourrais faire le tour du monde des langues. Écoute, oui. Prof de néerlandais à Saint-Louis. Mais ça viendra. On ne rentre pas trop vite. Là on est encore dans les présentations. Oui. Et qu'est-ce que je peux te dire aussi? Je peux parler de ce que je fais. Je suis enseignante au secondaire, je donne cours de néerlandais. C'est pas ma formation principale, mais je suis historienne de l'art. Ah, oui. Et donc je me suis retrouvée prof de langue par le fruit du hasard, aussi parce que pendant tout mon cursus universitaire, il fallait que je job. Et un de mes jobs, ça a été très vite de donner des cours, notamment de langue. Et puis, il a fallu trouver vite un travail. Après mon bachelier, on a commencé à me proposer des postes parce qu'il y a une pénurie à Bruxelles de professeurs de néerlandais. C'est comme ça que je me suis retrouvée enseignante. Et actuellement, depuis 3 ans, je suis aussi artiste, illustratrice, à mi-temps. Et c'est comme ça que moi je t'ai connue. D'ailleurs, ça m'intéresse. Je me suis demandé comment est-ce que tu es tombée sur moi. J'ai mes petits secrets. Mais je te dirai tout. Je te dirai tout par la suite. Ça va. Mais je veux juste te demander, avant qu'on continue, est-ce que le terme afro-péenne, c'est un terme que tu connaissais déjà? Alors, j'étais familière avec ce terme-là. Et en même temps, c'est pas un terme que j'utilise moi-même. Pourtant, tu vois, je te définis comment? Tu vois, c'est une vraie bonne question parce que je crois que j'ai l'habitude d'être définie par les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc souvent, je vais dire racisée, mais c'est vrai que ma spécificité de femme noire, ayant grandi ici en Occident, je ne vois pas d'autres termes plus exact que afro-péenne. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment on se noie parfois dans une réalité très globalisante. Tu vois, racisée, c'est déjà pas mal, mais afro-péenne, ça dit déjà beaucoup de choses. Donc peut-être qu'après ce podcast, je vais commencer à me définir aussi comme ça. Bienvenue dans le club. Et donc, phase suivante. Donc j'aime bien savoir un peu comment les gens en sont arrivés où ils sont. Donc moi je t'ai connue par
entrepreneur, Ah, tu vois. Et donc elle a fait son listing de toutes les personnes entrepreneurs en Belgique. Et donc tu étais là, mais en tant qu'artiste. C'est maintenant que j'apprends tout ce que tu fais à côté. Et donc oui, ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce que les gens en arrivent là. Ça débute oui, à l'école maternelle. Qu'est-ce qui se passe, le choix des études, le choix de la profession. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oui. Je regarde un peu la carte. Bien sûr. Comment ça commence? Écoute, ça commence déjà dans une culture familiale d'intellectuels. Mon papa et ma maman, tous les deux, ils ont fait des études à la maison. Quand on parle de sujets, c'est politique, histoire. Oui, c'est très... Mon papa est extrêmement pointu, il est juriste de formation, il a été militaire, il a travaillé aussi à la sécurité nationale au Congo. C'est quelqu'un, on va dire, ayant appartenu à cette époque-là, à une forme d'élite culturelle, je dirais. Et puis quand il rencontre ma maman, en fait, elle aussi, elle vient d'un milieu où socialement, on parle... Oui, je regarde contact visuel. Socialement, culturellement aussi, on est habitué. Donc ça, c'est qu'ils se rencontrent ici. Et ils se rencontrent ici. Mais eux-mêmes ont eu leur parcours étudiant et professionnel avant dans leur pays respectifs. C'est ça. Donc oui. pour mon papa surtout, parce qu'il il a une différence d'âge, il a 15 ans de différence avec mon papa. Donc, quand il la rencontre, il a quand même déjà bien vécu. Okay. Ma maman, quand elle arrive ici, elle vient terminer ses études supérieures. Ici, elle fait des études de gestion d'entreprise à l'époque. Et donc, moi j'arrive dans un foyer où il y a beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. La personne qui est vraiment dans cette douceur, c'est mon papa. Il a quelque chose de très, très enveloppant comme ça dans sa façon de nous éduquer. Ma maman est peut-être un peu plus carrée, un peu plus sévère quand il faut l'être, mais avec une attente, une exigence, voilà. Et donc à la maison, ça parle gros français comme on dit. J'ai écouté encore ce matin cette expression. J'ai entendu cette expression toute mon enfance. C'est vrai. Et moi franchement non. J'ai entendu vaguement une fois. Et ce matin j'écoutais Mampaka Laetitia. Oui. Qui a une chronique sur la première, je crois. Oui, je sais plus trop, mais je la suis sur ses réseaux et là, elle était invitée à un journal, mais je sais plus lequel. Enfin, j'ai juste regardé un extrait, elle disait justement que oui, elle avait cette remarque de « Ah bah tiens, tu parles vraiment bien français pour une noire ». Ouais. Oui, c'est cette histoire de gros français, et je me dis « Tiens, c'est la deuxième fois que j'entends ça ». Mais oui, c'est... Donc toi aussi, tu as eu le droit. Oui. Et mais tes parents eux aussi parlaient un gros français. Ah bah oui. Mais c'est intéressant parce que tu as à chaque fois ces deux versants-là. Tu as à la fois à l'extérieur, on voit ta tête là de noir. On se dit comment elle parle mieux français que moi. Et puis dans ta communauté, on se dit mais pour qui elle se prend là avec son gros français. C'est ça. Elle disait c'est vraiment la communauté. Donc oui, il y a un tiraillement parce que parfois tu te dis bon, est-ce que je dois coller plus à l'un ou plus à l'autre? De toute façon, chaque fois tu as tort parce que si tu n'es pas assez pour l'un, forcément tu es trop pour l'autre et inversement. Donc moi quand je termine mon cursus secondaire, j'ai eu tout un parcours d'élèves qui réussissent très bien à l'école sans difficulté et je me pose la question de qu'est-ce que je fais. Je suis bonne un peu partout et je suis intéressée, j'ai une envie d'apprendre à peu près tout aussi, donc je me dis bon, on va commencer par le droit comme beaucoup de gens aussi se disent je sais pas quoi faire, bon je vais faire du droit. Monsieur, c'est bon, il a vu. C'est vrai,
Et donc, je commence mes études de droit et c'est là que commence le problème. Ah ouais, moi ça je m'y attendais pas. Bah écoute, moi non plus, mais en fait, il s'avère que je crois que à ce moment-là, c'est aujourd'hui avec du recul que je comprends ce qui s'est passé à l'époque. En fait, je deviens adulte et j'ai un besoin, une nécessité de travailler sur des choses sur lesquelles je n'avais pas travaillé, notamment l'émancipation de jeunes femmes que je devenais parce que j'étais à l'époque une enfant, une adolescente très dévouée à ce qu'on attendait de moi dans mon foyer. Et puis j'étais la fille aînée. J'étais la fille aînée. Qui a une place quand même assez particulière. Exactement. Et donc il a fallu pendant de mes 18 à mes 21 ans que j'aille arracher cette autonomie, cette indépendance, là où j'ai toujours été la fille modèle. Et donc c'est pendant ces études-là que je suis en crise et que je suis tiraillée entre ce que même mes parents attendent de moi, leurs propres contradictions, qui c'est à la fois me responsabiliser énormément, me donner peut-être des responsabilités d'adulte depuis très très jeune et en même temps ne pas accepter que je suis aussi une femme capable. Et donc quand je me réveille, je me rends compte que en fait le droit c'est pas pour moi. Ça pourrait, mais c'est pas pour moi, mais qu'il faut que je me tourne vers quelque chose qui me permette d'exprimer aussi la part créative et artistique, même si je parle gros français, que j'ai des intérêts aussi d'intellectuel. Oui. Est-ce que je peux avoir des frites? Et ça a été aussi un long parcours d'acceptation parce que c'est dur de s'imaginer qu'on a le droit de faire des études qui ne vont a priori pas rapporter tout de suite de l'argent. Et on sait dans nos communautés à quel point c'est un sujet brûlant. J'en tremble. Voilà. Ouais, non, mais... cette aspiration-là, elle a pris du temps à se développer. D'ailleurs, j'ai d'abord fait des études d'histoire de l'art avant de moi-même me lancer dans une carrière d'artiste. Ne serait-ce que histoire de l'art, tu vois, oui. Oser passer le pas de faire des études comme ça, ouais, ça dans notre communauté, c'est rare. C'est très rare d'ailleurs. Je crois qu'on était surtout mon cursus de filles noires, et je me souviens que la deuxième fille noire, elle avait pris en option art de l'Afrique. J'étais aussi dans ce cours-là, et lors d'une conversation, il était important pour elle de rappeler qu'elle ne se considérait pas comme une fille noire, mais comme une française d'outre-mer. Donc dans sa façon de s'imaginer non blanche, il était important quand même de noter qu'elle n'est pas africaine. C'est l'africanité qu'elle mettait à distance. Quoi. Moi j'ai découvert très tard ce distinguo que faisaient les gens des îles. Pas tout ça, mais apparemment c'est vraiment hyper répandu. Les Antilles, la Guadeloupe. Bon, moi je m'y perds parfois, il fallait travailler sur le sujet. Mais lui, ils ont besoin de faire le distinguo. Oui, d'accord, ils sont noirs. Mais ils ne sont pas. C'est ça. Mais je me suis rendu compte à quel point, si moi je me sentais seule, même en ayant une camarade qui elle-même était noire, elle aussi, elle devait se sentir seule dans sa réalité. Donc c'est vrai que là aussi, il faut être fort parce que l'incompréhension elle vient de toutes parts. Qu'est-ce que moi j'allais, tu sais, sur les bancs de l'UNIF, j'allais avec mon turban bariolé. Ah ouais, j'avais le rouge à lèvres, j'étais, tu sais, sapée, mais comme quelqu'un qui était dans une phase d'affirmation de soi. Tu vois, je suis ça aussi, je suis ok, gros français, je suis ok, bunti comme on dit là, mais ça fait partie de moi parce que c'est ce qui
c'est ce qui reste. Je fais juste une parenthèse parce que Tu peux retrouver des photos. ouais, je vais essayer de retrouver quelque chose. Puis à un moment donné, je me suis même rasé la tête aussi. Ça, c'est aussi un sujet pour les femmes noires, le rapport avec les cheveux. C'est plus qu'un sujet. C'est plus qu'un sujet, on pourrait faire un podcast Carrément. là-dessus, mais tu sais, c'était donc toute cette période-là de recherche, elle a été longue. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent là, dites-vous que parfois ça prend du temps. Mais quand on se fait confiance et qu'on s'entend avec des bonnes personnes, on va vers quelque chose qui nous ressemble et qui apporte l'équilibre qu'on cherchait depuis longtemps. Il m'a fallu presque 10 ans pour arriver enfin à me sentir. Aujourd'hui, je me sens plus heureuse que jamais parce que j'ai cet équilibre-là. Tu as trouvé des réponses. J'ai trouvé des réponses et je continue encore cette quête. Oui. Mais je sens que Plus apaisée. je suis apaisée, exactement, c'est le terme. Je suis apaisée et je me sens moins redevable aussi parce que de toutes parts aussi on attend des choses de toi. On attend que tu... Moi, on m'a attendu grande avocate. Tu aurais pu être une grande avocate aussi. Et en même temps, je ne suis pas que ça. Donc voilà, je sais pas si ça dit vraiment beaucoup de comment j'en arrive là. Non, c'est énorme, t'inquiète. Mais voilà, donc ça c'est pour la partie artistique. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi... Oh, génial. Bon appétit. N'hésite pas. C'est gentil. C'est vrai qu'il y a aussi tout un pan de bon, artiste c'est bien, maintenant il faut faire entrer de l'argent dans l'escarcelle parce que ma vision aussi c'est la nécessité la nécessité aussi quand on est artiste de l'affirmer bien sûr, mais de ne pas finir sous les ponts comme on s'attend à ce que tu finisses sous les ponts parce que business et art... Compliqué, hein. Compliqué. Mais quand tu dis artiste, donc tu finis ton histoire de l'art. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Tu finis ton histoire de l'art et tout de suite tu embranches. Tu fais ça où d'abord? Histoire de l'art à l'ULB. À l'ULB, ok, ça va. Là c'est un master. Non. Histoire Histoire de l'art, je fais mon bachelier et je commence directement à travailler comme enseignante. Ok. Mais à quel moment alors tu deviens artiste? Oui, Eh bien, en fait, je deviens artiste à une période compliquée pour moi parce que je dois faire le deuil d'une relation de 10 ans, une relation de 10 ans. Je passe, oui, 10 ans, ça a été... il a fallu se reconstruire après. Et puis aussi... Il y a des mariages qui durent moins que ça. Tout à fait. Et puis aussi, moi, mon projet d'étudiant, c'était de faire histoire de l'art. Et puis je devais faire un master en cinéma à Antwerpen. Et le bachelier en droit, tu l'as fini ou bien tu l'as abandonné? Non, je l'ai abandonné. Tu l'as carrément abandonné. Tu t'es dit, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'insiste pas. On n'insiste pas. Parce qu'il faut du courage pour... C'est après coup, on se dit, ça a demandé du courage, mais quand on est dedans... Même quand on est dedans. La plupart des gens vont jusqu'au bout. Comme tu dis, les attentes, papa, maman, enfin, on n'ose pas abandonner. Mais je crois qu'à cette époque-là, c'était tellement viscéral. Tu vois, il y avait comme une urgence. Je crois qu'il peut y avoir des phases dans sa vie où on est tellement en décalage avec entre la personne qu'on est et ce qu'on est en train de vivre actuellement que tu sais. Je donne un bête exemple, mais par exemple, j'ai toujours été extrêmement polie, extrêmement
attentionnée avec mes parents. Et puis il y a eu un moment dans ma vie de jeune femme où il a fallu que je dise non. Et ce non-là, il a été dur. Il a été... Mais quand il est sorti, en fait c'était une urgence, c'était viscéral. C'était soit je disais non, soit quelque chose de mal était en train de gangréner en moi, donc il fallait faire un choix. C'est pour ça que je tempère l'idée de courage. Peut-être qu'il a fallu du courage, c'est vrai, c'est peut-être pas comme ça que je me vois, mais surtout, il y avait une urgence. Et c'est cette urgence-là qui m'a appelée. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Tu l'as suivi oui. Parce que je peux donner des exemples de gens qui se laissent... Enfin, c'est imagé, hein, mais qui se laissent mourir dans des situations où clairement ça ne leur convient pas. Ouais. Ils en sont conscients, parce qu'on peut ne pas être conscient. C'est-à-dire qu'ils en sont conscients et voilà, résilience, faut porter la charge, le pardon. Mais tu sais... Non, du courage, moi j'insiste là-dessus, franchement. Parce qu'en plus tu étais jeune. Ah ouais. Tu vois moi je me trouvais vieille à l'époque, hein, déjà. Comme toujours. Comme toujours. On a l'impression que dans 2 ans c'est la fin du monde. Oui, à cet âge-là, on voit ses camarades peut-être avancer, ou alors on se compare à ses parents. À l'époque, mon père, ma mère faisait déjà ceci, avait déjà peut-être un job ou un enfant ou marié. Et donc oui, c'est vrai que je finis l'histoire de l'art, je suis destinée à aller faire des études de cinéma à Anvers. J'ai cette rupture dont il faut se remettre. Et puis je me rends compte qu'il y a des sujets là, que j'avais laissés sur le paillasson qu'il fallait que je traite encore. Que l'histoire de l'art c'était bien, mais je n'étais pas allée creuser aussi loin que j'aurais dû. Et donc pendant cette espèce de crise qui va durer 1 an, 1 an et demi, je somatise. Donc J'allais te poser la question. Oui, je somatise parce qu'il y a une espèce de crise identitaire qui va jusque dans ma santé, carrément. Donc je perds mes cheveux, donc j'ai des plaques d'alopécie. Donc c'est à cette époque-là que je décide de me raser la tête. Je perds 10 kilos. Je n'ai plus le goût à rien. Enfin bref, il y a... À un moment donné, il faut que quelque chose me sauve. Ce qui me sauve à ce moment-là, c'est de me remettre à la création artistique que je fais, que j'explore d'abord pour moi, d'abord pour me sortir de ce trou. Okay. Mais en quel moment tu te fais accompagner voir un psy je me fais accompagner. Oui, tout à fait. Je me fais accompagner. Chez nous, comme c'est un peu tabou, tu vois. Oui, t'as raison, c'est un sujet, ça. C'est un vrai sujet. Je me fais accompagner à un moment donné parce que Tu fais la démarche, toi ? Je fais la démarche sur les conseils d'une de mes très très bonnes amies qui est médecin, qui me voit dépérir et qui me dit écoute, moi vu ton état là, je crois qu'en vraiment quelques semaines elle m'a vu perdre énormément de poids, je n'avais plus de joie de vivre du tout. Et il me dit bon, moi je vais t'arrêter pour 2 semaines. Okay. Le temps pour toi que tu ailles au moins en parler à ton médecin traitant et puis après tu vois si tu veux pas aller consulter chez un psy. Et donc le médecin traitant me diagnostique un burn-out. Donc à ce moment-là il n'est pas question de dépression. Burn-out, donc les fusibles sont grillés, je fais beaucoup trop de choses. À cette époque, je suis totalement épuisée. Et puis, je me dis, bon, moi, la psy, là, je sais pas si je suis prête. Ça a l'air d'être une fausse idée, là, pour les autres, mais moi, là... Je m'en sortis seule, oui. Je vais y arriver. Donc, je me dis, bon, je vais essayer de trouver quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, mais qui n'est pas tout à fait psy. Tu vois, j'essaie de trouver une espèce d'entre-deux où je vais voir un hypnothérapeute. Okay.
Parce que je me dis, bon, moi j'ai besoin d'une thérapie brève là. Tu sais, comme si on allait me donner un cachet et qu'au bout de 2-3 jours ça allait aller mieux. Comme quand prescription. C'est ça. Je me dis, oui, moi j'ai juste des problèmes de gestion de stress, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien de. Bon, je vais voir le gars là. Ça me fait un peu du bien, mais bon, à l'évidence, c'est bien plus profond. Et là, je vais voir une femme qui travaille avec le corps. Une amie me dit, oui, je connais une massothérapeute qui fait aussi qui est aussi psy. C'est intéressant parce que là, ça fait un an là, que mon corps me lâche. Je tombe tous les mois, je suis malade. Je dois aller chez le médecin parce que j'ai des anges de la répétition. Je perds mes cheveux, j'ai perdu 10 kilos, j'ai plus je ne dors plus, ou alors je dors trop. Enfin, bon, ok le corps. Et puis elle me dit, tiens, est-ce que tu n'iras pas voir une psy? Donc tu vois, il a fallu que je croise plusieurs personnes pour qu'enfin je me dise, bon, peut-être qu'il faut que je prenne le taureau par le corps. Parce que c'est pas avec des pansements que je vais pouvoir. Et l'une des approches que cette petite fille a eue, c'est de revenir à l'enfance. Et enfant, qu'est-ce qui t'a toujours apporté du bonheur? Qu'est-ce que tu as toujours fait enfant qui te donnait l'impression d'être en vie? Et moi, ce que j'ai dit, c'est créer, inventer, m'exprimer par là. Et c'est quelque chose dont j'avais quasiment jamais parlé à qui que ce soit, parce que quand on parlait de l'Ulendo dans ma famille, dans mes amis, c'était la tête. C'est celle qui est dans la réflexion. Quoi. Donc, comment peut-on s'imaginer qu'elle soit artiste? Donc effectivement, il aura fallu un parcours semé d'embûches long pour commencer à me guérir par là. Et comme mon corps avait décidé de faire grève, j'ai dû d'abord penser ma réflexion artistique à travers le corps. Et c'est ça qui m'a sauvée. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, mon médium principal, c'est le corps. Parce que je fais des illustrations qui expriment quelque chose, qui renvoient à l'enfance, qui sont parfois des bouts de mots, de phrases, et qu'on place sur le corps comme véhicule de ce message-là. Et aujourd'hui, c'est ça mon travail d'artiste. Okay. Et donc, pour être précise, tu fais... Bon, en tout cas, c'est ce qui est noté dans ton intitulé, tes tatouages, des tatouages temporaires. Exactement, c'est des tatouages temporaires. Et il y a un côté très important, c'est que c'est écologique. C'est ça. Parce que tu utilises quoi C'est parce que c'est une encre végétale. Ok. Et aussi pour moi, c'est important quand on est noir, souvent on a la peau dite atopique. Et je ne voulais pas faire un produit que moi-même je ne pourrais pas porter. Et ma réflexion, elle a évolué aussi dans cette idée que l'art exprimé par le corps, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations, toutes les scarifications, toutes. Et sans exception, j'ai eu la chance à travers mes cours d'art de l'Afrique de creuser ça, de découvrir aussi la richesse infinie de nos cultures à travers l'art exprimé par le corps. Ça, c'est génial ce que tu dis là. Donc, on donne des cours d'art de l'Afrique. On en parle. Parce que moi, quand on pose la question, je ne sais pas grand-chose. Je cherche, je gratte, donc il y a moyen d'avoir des infos. Tout à fait, il y a moyen d'avoir des infos. Maintenant, il faut quand même dire quelque chose. Je ne suis pas sûre que sans ces études d'histoire de l'art,
Et sans Tu avoir te saurais, sans avoir pris cette option-là, je n'aurais pas eu accès. Donc tu vois, ça reste quand même une information qui pose. Ça reste quand même une information qu'il faut aller. Ah mince. Ouais, t'inquiète, c'est vrai. Ça reste quand même une information qu'il faut aller chercher activement par soi-même. Tu vois, tout le chemin à parcourir pour y arriver. Alors que aujourd'hui, tu claques des doigts, tu tapes art, en fait, tu tombes sur l'art d'Occident. C'est normal, c'est normal. On est ici, mais en même temps. Enfin, moi, j'ai fait une partie de mon cursus au Cameroun. Oui. Tu sais tout sur l'Europe. Tu sais tout. Et en même temps, ça questionne parce que l'art de l'Europe aujourd'hui ne pourrait pas être ce à quoi il ressemble maintenant s'il n'avait pas été influencé, c'est le terme léger et poli, s'il n'avait pas été spoilé tout ce qu'il pouvait spoiler dans les arts d'outre-Atlantique, les arts d'Océanie, les arts d'Afrique, n'en parlons même pas. Donc, effectivement, ça m'a nourri énormément dans mon travail. Aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas vers quoi va évoluer mon travail, mais je pourrais peut-être faire, par exemple, des créations représentant, je sais pas moi, des figures africaines, des termes qui renvoient à cette culture-là. En fait, moi, j'exprime cette réalité-là autrement, notamment en m'intéressant à la question de est-ce que sur ma peau ça va être beau? Est-ce que sur ma peau bien noire là, est-ce qu'on va voir ce tatouage? Ça fait partie de ma réflexion. Plus que qu'est-ce que je représente réellement. Ok, d'accord. Ça c'est ta réflexion pour le moment. Ça c'est ma réflexion pour le moment. Je ne sais pas vers quoi elle va évoluer et quelles vont être les influences. D'ailleurs j'ai ma tablette pour te montrer quelques-unes de mes créations. Ah mais j'en ai quelques. Ouais, donc je suis très intéressée. Je sais que parce que j'ai déjà eu une fois ou deux, pas beaucoup, des retours de personnes afro-européennes me disant oui, et donc est-ce que tu fais pas des illustrations qui renvoient un peu à l'Afrique, etc. Je dis en fait si en évoluant j'ai plus de connaissances aussi sur l'Afrique, parce qu'il faut dire que j'étais une fois en Afrique uniquement. Ce que je connais de l'Afrique, c'est via mes parents, via mes proches. J'ai été une fois en Afrique, je sentirais qu'il y aurait quelque chose de pas fini, de pas mature, peut-être de pas assez honnête et sincère. Ok, d'accord. Si j'allais piquer dans une culture dont je ne maîtrise que l'aspect théorique, tu vois ce que je veux dire. Il faut le vivre dans les tripes. Et là, aujourd'hui, dans mes créations, beaucoup de mes créations, ce sont des choses qui renvoient à mon enfance. Et mon enfance, c'était ici, tu vois, avec des références culturelles. Tu restes honnête par rapport à ce que tu produis. Oui, et je pense que laissez-moi le temps. On va voir comment c'est hyper bien expliqué. Mais je me posais la question, quand tu dis temporaire, c'est combien de temps? Ça dépend du personnalité? Oui, ça dépend du personnalité, mais en moyenne c'est 4-5 jours sur la peau. Et ça dépend d'une personne à l'autre aussi parce que la peau ça vit. Et donc, comme ça reste en surface, il y a des gens parfois qui viennent me voir en me disant ça fait 10 jours et c'est toujours là. Et d'autres qui vont me dire je t'en recommande parce que ça a duré 3 jours, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ok. Et donc, c'est pas toi, tu ne tatoues pas? Moi, je ne tatoue pas. Le terme, c'est décalcomanie. Ok, décalcomanie. Oui. Donc, c'est vraiment ce tatouage qu'on peut trouver enfant dans les cheveux de gomme et tout, c'est le même principe. Et cet aspect ludique, j'ai vraiment à cœur de le mettre en avant parce que c'est important pour moi cette connexion avec l'enfance, c'est ça aussi. C'est le jeu par le corps. C'est toujours la thérapie. C'est exactement, on est toujours dans la thérapie et c'est offrir pour pas grand chose. Et peut-être pour quelques jours aussi un outil de thérapie, peut-être
pour Qu'est-ce les que gens. ça paye pas grand-chose. Mais quand je dis pour pas grand-chose, c'est-à-dire pour 4-5 euros, mes tatouages, ils accompagnent sur Tout le lesquels monde peut y avoir accès. exactement tout le monde pourrait y avoir accès. Et c'est souvent un tremplin vers. J'ai des conversations incroyables lorsque je tatoue pendant que je fais des événements, souvent ça peut être des événements musicaux, des festivals de musique, ça peut être des événements par exemple thématiques. Là, la semaine prochaine, ce sera un festival féministe ici à Bruxelles à la Tricoterie. Et donc, à l'occasion de ces événements, en fait, j'ai un petit stand où les gens achètent mes tatouages, mais souvent ils ont envie de se les faire poser tout de suite. Donc, ça fait un peu atelier, le temps de la pause, quelques minutes. J'ai des conversations incroyables, d'une humanité folle, parce que le corps, c'est politique, et parce qu'il y a toujours des histoires dingues sur pourquoi ils ont choisi ce tatouage, à quoi ça leur fait référence, pourquoi cet endroit de la peau, pourquoi le tatouage dans ce sens et pas dans l'autre, pourquoi plutôt dans une zone où tu veux que ça se voit, dans une zone où tu veux pas que ça se voit. Des questions qui amènent à des réponses folles. Et moi, ça me nourrit. C'est l'une des parties qui me nourrit le plus dans ce travail-là. Garçon, fille, entre deux, noir, tout le monde a un corps. Et tout le monde a quelque chose de fort à raconter à travers ce corps-là. Et donc mon travail d'artiste, en fait, il se poursuit aussi au-delà même de la création. Il va aussi dans l'échange, dans la rencontre. Et il va nourrir, il continue à nourrir les prochains travaux et projets que j'ai pour ma marque. Excellent. Mais tu as répondu un tout petit peu à la question que j'allais te poser. Est-ce que tu exposes, donc en dehors de ton site internet, de ta page, est-ce que tu as Instagram? J'ai Instagram. Tu as Facebook aussi? Ouais. Et c'est tout. Oui, c'est ça, c'est tout. Mais tu n'as pas un lieu fixe où tu exposes? Écoute, c'est une très très bonne question que tu poses là, parce que ça fait partie de mes projets pour 2024. Je souhaiterais exposer, 2024, soyons optimistes. Oui, il n'y a pas de raison. Le fait est que j'ai des difficultés actuellement à faire plus que ce que je fais déjà. Parce que mon métier d'enseignant me demande déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je suis à cheval entre Bruxelles où je travaille et Namur où je vis. Oh my god. J'ai donc mes illustrations, ma marque de tatouage là qui continue à prendre l'essor. J'ai des super nouvelles juste au niveau de mes tatouages entre guillemets et de mon stand, parce que je serai à des très gros festivals cet été, donc je suis vraiment ravie pour moi et pour pour moi et pour ma marque. Donc je serai à Couleur Café cette année. Namur en mai qui est un énorme événement à Namur, c'est un peu comme les fêtes de Wallonie, mais voilà, on attend 200 000 personnes, ça va être énorme. Et puis mais comment tu trouves t'es un manager, je sais pas comment ça se passe pour aller sur un festival comme ça. Couleur Café, c'est parfait. Couleur Café Dour, je serai à Dour, donc qui est le plus grand festival de Belgique là, musical. Et donc tu vois, la partie artiste, en fait, elle est multicasquette, parce que la création, c'est vraiment, je sais pas combien, 10%, 15%, et le reste, c'est la promo, la production, oh my god, c'est un travail de malade. Et tu fais ça toute seule? Et je serais incapable de faire ça toute seule. Ok, d'accord. Tu te fais accompagner? Je me fais accompagner. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et c'est là que je viens distiller un nouveau discours féministe, parce que derrière chaque grande femme qui arrive à mener la carrière qu'elle poursuit, il y a un partenaire qui est au top. Rendez-leur hommage. Et j'ai cette chance-là d'avoir un partenaire qui m'a suivi du moment où j'étais au jour 1
jusqu'à maintenant. Du moment où je doutais pas à pas, à aujourd'hui, où j'ai encore des moments de doute, mais ce ne sont plus des obstacles aujourd'hui à mes ambitions. Ah, c'est super. Sur ces 3 ans, j'ai eu un bébé et j'ai continué à développer mon activité, donc j'ai besoin d'avoir une aide et c'est lui qui me l'apporte. C'est un bel hommage. Oui, mais je crois que Mérité. nos hommes là, qui nous écoutent, vos femmes, si vraiment rendez service à la société en étant aussi présent pour elle et en donnant autant d'énergie pour elle que l'énergie qu'elle donne pour vous, pour votre carrière, pour les enfants. Voilà. Merci pour ce message. Utile. Vraiment. Et donc actuellement, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé le temps de développer tous mes projets artistiques, notamment exposer mes œuvres, c'est ça un souhait. Et je fais tout pour qu'ils se réalisent d'ici à l'année prochaine. Parce que là, du coup, tu ferais... parce que là, les tatouages, ils sont version... Enfin, c'est pas miniature, mais version à mettre sur le corps. Mais si tu exposes, tu devrais faire quelque chose de plus grand. Exactement. En mode tableau. En mode tableau. Ah, ce serait top, ça. Ce serait top. Mais je te parlerai hors podcast de mes projets. Trop bien. Voilà, que je vois grand, parce que c'est important aussi. Ça a fait partie de mon évolution en tant qu'artiste. C'est de m'autoriser à voir grand et être ambitieuse aussi. C'est pas un gros mot du tout. Et c'est pas se mettre la poisse, tu vois, d'oser voir grand. Sinon, je serais encore à jour 1. À jour 1, exactement. Ah bah écoute, là tu enchaînes, tu prends la pêche, je l'ai saisie. Parce qu'une des questions du podcast, c'est toujours comment est-ce que tu vois l'avenir. Juste avant cette question, normalement il y en a une autre. Est-ce que le fait d'être une femme noire a été un sujet dans ton parcours? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été, je ne veux pas dire positif ou négatif, mais une force ou plutôt un point d'achoppement? Et ensuite, parle-moi de ton avenir. Cette question, je l'aime bien parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, une part de la raison pour laquelle je suis indépendante aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est que une partie de la réussite, une partie, je dis bien, de la réussite de mon entreprise, elle dépend de moi et j'ai peu ou pas d'intermédiaire. Okay. Et donc quand les gens voient mon travail, ils voient d'abord mon travail et après, quand ils vont creuser, ils se rendent compte que tiens, il y a une tête là qui revient souvent, ça a l'air d'être quelqu'un d'important pour cette marque. Là où j'ai en parallèle de mon parcours d'étudiante et bien après aussi fait beaucoup de jobs où ça a été une question. Elle est noire, elle parle bien, on dit bien. Peut-être parfois de la jalousie aussi parce que lorsque on a les mêmes atouts que nos homologues blancs, il y a des gens que ça gratte là, tu sais. Ça fait mal parfois aussi. Et donc il faut vraiment bien se demander où sont tes amis, où sont tes vrais amis, où sont les personnes qui ne sont pas là pour te faciliter les choses. Et tu vois, tous ces intermédiaires, au stade où je suis actuellement dans mon activité d'indépendante, j'ai beaucoup moins d'intermédiaires. Peut-être que j'en aurai lorsque mon activité deviendra... Oui. Peut-être. Donc ce sera une autre question, une problématique que je poserai autrement. Mais actuellement, je crois que le fait d'être racisée m'a forcé, sans m'en rendre compte tout de suite, à trouver des chemins de traverse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui.
peut-être que j'aurais fait autrement si j'étais blanche. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans le message que je viens de faire passer. C'est qu'on est obligé très rapidement de mettre en place des itinéraires C'est bis. ça. Parce que l'itinéraire classique, Oui. on te fait Oui. comprendre que c'est peut-être pas pour toi. Et plutôt que de dépenser ton énergie à forcer des portes qu'on ne veut pas t'ouvrir, peut-être Exact. prendre la porte à côté. Oui. Oui. Qui, elle, veut bien de toi. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et donc je crois que ça permet aussi, je pense, à la santé mentale Oui. de toute personne racisée, d'avoir une partie de mon métier où ça fait partie, tu vois, de ma réalité, de garder à l'esprit que je reste la prof noire, la femme noire. Et donc, de me blinder, tu vois, dans cette partie-là de mon job et de pouvoir avoir cette espèce de... Je souffle, je peux baisser un peu plus ma garde lorsque je suis dans une autre activité. Et donc, quand on parlait d'avenir, est-ce que tu te vois un jour ne vivre que de cette activité-là? Oui, N'être qu'artiste à temps plein? oui. Mon objectif, c'est de développer cette activité de telle sorte que je sois chef d'entreprise aussi, en gardant une chef d'entreprise qui embauche et qui garde cette partie d'artiste aussi avec ses projets à elle. Donc mon objectif à terme, c'est de créer une entreprise dans laquelle j'embauche d'autres créatifs et de renverser la tendance qui est que quand on est créatif, on aime mêle sa vie. Ok, c'est un bon projet, j'adore. En tout cas, c'est quelque chose qui m'anime énormément aussi, allier business et secteur créatif, parce qu'il y a de vrais enjeux. Il y a des enjeux pour des communautés comme les nôtres, dans lesquelles on nous voit peu, dans lesquelles on est le token, comme on dit, c'est-à-dire l'ami blanche, l'ami noir, pardon. Voilà. Les amis blancs, maintenant, c'est eux mes tokens. J'adore. C'est ça. Ouais. Donc, aussi, créer des espaces dans lesquels on va au boulot pour faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, et c'est pas pour autant que parce que ça nous plaît, ça nous passionne, on est mal payé. Et créer une émulation en fait, autour de cette réalité qu'on veut essaimer, tu vois, et faire grandir. On peut être noir et artiste, on peut être noir, artiste et successful, on peut être noir, artiste et successful, et aussi émuler autour de soi pour que ça fasse boule de neige. Voilà. Donc mon souhait, c'est vraiment de créer une entreprise dans laquelle on se sent, on n'a pas peur de finir ses fins de mois, et en même temps on poursuit sa passion. Ouais. Allez, c'est magnifique, franchement. Est-ce que tu as un mantra? Qu'est-ce qui t'accompagne depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui te donne la force? Je vais réfléchir un petit peu. Je t'en prie. Je crois que ce qui me donne la force... Bon, il y a beaucoup de choses qui me donnent de la force. Je vais me raccrocher aux gens qui me donnent de la force, et je pense que ça va venir de là, le mantra. Mes élèves me donnent de la force. Ça, c'est chouette. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas. Je les aime tous, même ceux qui font des bêtises là, si vous m'écoutez. Non, mais c'est trop chouette. Parce que pour moi, être prof, c'est un métier tellement horrible.
En plus, prof d'ado, mais quel horreur. Ouais. Donc c'est trop chouette quand je le dis. Parce que je pense que c'est une période où on a tellement besoin, les gens prennent. Enfin, quand t'es ado, où tu as un sale gosse pourri, tout ce que tu veux, mais c'est là que tu as le plus besoin de quelqu'un de prend en toi. Et c'est chouette de voir un prof qui aime ses élèves, parce que je pense que les ça adore, je manque. kiffe tous. Pour moi, c'est des êtres. C'est des êtres uniques, c'est des êtres qui sont spéciaux au sens positif du terme. C'est des gens qu'il faut regarder. En fait, c'est des gens qu'il faut regarder, écouter, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur les personnes qu'on a été et les personnes qu'on oublie qu'on est encore, parce qu'on est finalement des enfants qui portons des costumes d'adultes. Oui. Donc, on a tendance à oublier ça. Oui, on a tendance à l'oublier, mais en fait, on joue un rôle. Et c'est ce que j'adore chez eux, c'est leur fraîcheur. Parce qu'ils n'ont pas encore, tu sais, tous ces atours-là qu'on accumule au fil du temps et on oublie l'enfant qu'on a été, l'ado qu'on a été, et les rêves qu'on a nourris à cette époque-là. Donc, je pense que mon trait, c'est soit d'abord moi j'aime bien dire à mes amis, arrête de te bullshiter. Donc arrête de te raconter des sornettes, c'est-à-dire la première personne avec laquelle tu dois être vrai et honnête, c'est avec toi. Écoute déjà comment tu te parles à toi-même. Ça dit déjà beaucoup sur comment tu te brides vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis des gens qui ne te connaissent pas. Et souvent, c'est un début de réponse à beaucoup de choses. Et donc, quand tout à l'heure, je racontais... Tu fais ma psychothérapie en même temps, je suis en mode... Ne quitte pas. Écoute, je me sens concernée, c'est bizarre. Je suis ravie si ça te parle moins à toi. Mais tu sais, quand je racontais tout à l'heure, tout le temps, ça a été un long parcours pour moi de détricoter tout ce qui me tenait là, tu vois, tout ce qui me tenaillait, tout ce qui m'empêchait d'exprimer aussi qui je suis. Ça a demandé du temps et en fait, le travail n'est pas fini. Là, j'ai juste fait un état. Tu as entamé. J'ai fait juste un état de la question, c'est tout. Il y a encore du travail. Mais au moins. C'est le travail de toute une vie en fait. C'est le travail de toute une vie. Je trouve ça épuisant. C'est épuisant. À chaque fois que tu crois que tu es arrivé, en fait, non, c'est loin encore d'être arrivé. Tu vois quand il ouvre la porte et qu'il va tomber, t'as toutes les portes et là-dedans. Mais c'est déjà énorme d'être capable de se parler vrai, d'essayer en tout cas d'aller vers ça, de se dire bon, ok, est-ce que là je me dis la vérité à moi-même? Est-ce que je me parle bien en fait? On a l'impression que c'est un truc qui est simple, mais en fait c'est fou comment on peut se mentir. Tu regardes dans le miroir et tu te dis j'y vais, alors que t'as pas envie. Oui. Ou on te pose une question, tu te dis non dans ton cœur. C'est vraiment vrai, parce qu'on apprend à être comme ça tous, hein, tous. Et d'autant plus, je ressors ma carte féministe ici, parce que ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité. On n'est pas éduqué pareil quand on est un garçon ou une fille. Je parle de nos parents, mais aussi de la société finalement. Et on apprend aux petites filles à être gentilles et à ne pas exprimer de colère lorsqu'elles en ressentent, par exemple, parce qu'on doit être accommodante. On doit être les personnes qui devons garder la maison. Et pour garder la maison, il faut d'abord soi-même s'inquiéter des autres avant de s'inquiéter de soi. Donc, quel est la résilience. Quel temps est-ce qu'il nous reste? Quelle énergie il nous reste pour nous parler vrai, pour nous regarder réellement tel qu'on est au moment où on se pose la question. Donc, ne soyons pas modestes sur notre besoin d'exprimer tout ce qu'on est, positif comme négatif. Merci madame. Vraiment, merci pour cette thérapie.
Gratos en plus. Merci beaucoup. Non mais tu as dit tellement de belles choses, tellement de paroles sages. Tu vois, c'est les cheveux blancs. Ça va, tu les as pas volés. Non mais merci pour ce moment, pour cet échange. Merci d'avoir été aussi généreuse, honnête. On n'en demande pas plus sur le podcast, on n'en demande pas plus. Donc, au plaisir de te suivre sur tes réseaux, sur les festivals. Oui. Je crois que je vais aller à Dour rien que parce que Dour, ça ne pas encore fait. Ouais, voilà. Écoute, merci pour tout et on te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et à très bientôt. Très bientôt.